Ok, bah, c'est parti. Bah, Jacqueline Rallier, bonjour. Bonjour Olivier, Ça va? ça va et toi? Bah, très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir Et moi sur donc, ce moi aussi. podcast. Pour donner un petit peu de contexte, on s'est rencontrés à l'USF à Paris, où tu donnais une conférence sur Eva Pierrakos, sur les enseignements d'Eva Pierrakos. C'est ça. Et bah, c'était assez chamboulant, donc j'aurai l'occasion d'en reparler de ces enseignements, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui m'avait plu, c'est que toi, tu as passé du temps à les étudier, phrase par phrase, et pour essayer d'en extraire vraiment des choses à transmettre aux gens. Donc ça, c'était Oui. génial. Donc peut-être on en parlera un petit peu plus tard dans le courant de cette interview. Et je sais pas si je t'avais dit, mais le protocole, c'est que je te pose une petite série de questions. Et si tu veux bien y répondre assez vite, comme ça nous permet à chaque invité de voir quelle est sa façon d'aborder un petit peu la vie et la spiritualité. Et Avec plaisir, avec plaisir. Tu ne me l'avais pas dit, mais j'ai vu ton interview, je trouve ça génial. surprise. Ouais, 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 non, je trouve ça super. Top. Bah, on commence par ça, et puis après, on parlera un peu de toi, de ton parcours, et puis de enfin, voilà, c'est cette vie un peu atypique que tu as et qui va nous apprendre beaucoup de choses, je pense. Alors, dis-moi, s'il te plaît, Jacqueline, qui es-tu dans cette incarnation? Ok. Euh, Alors, dans cette incarnation, je suis une femme, euh, euh, je dirais plutôt spirituelle, en tout cas qui est très attirée, très intéressée par la spiritualité, avec plein d'aventures dans ma vie, avec plein d'événements. Avec plein d'enseignements aussi, parce que je reçois des enseignements et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et avec une folle envie de comprendre, de découvrir le monde spirituel, tout ce qui est attrait à l'au-delà et tout ce qui n'est pas visible pour les yeux humains. Très bien. Merci beaucoup. Sur une échelle donc de 0 à 100, je mets Nietzsche, tu vois, l'athée parfait à 0. Je mets Jésus à 100. Tu te sentirais où à peu près dans cette Alors, échelle-là? je dirais que je serais à 99, mais non pas parce que je me sens comme Jésus, loin de mais et non pas pour des raisons religieuses, parce que je pense que l'amour inconditionnel et tout ce qui en découle est ouvert à tout le monde, mais par rapport à cette expérience, à ces différentes expériences que j'ai pu avoir avec une intelligence supérieure. Et en fait, dans le mot Jésus, je mettrais cette intelligence supérieure. Mmh. Donc, OK. La question suivante, c'est donc on s'en doute, hein, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Oui. Oui, En oui, oui. en fait, pour toi, je vais rajouter quelque chose de spécial. Je vais dire à quel moment, peut-être, dans ton parcours, c'est devenu une évidence ou une certitude? À quel moment, pardon? À quel moment est-ce que c'est devenu, une certitude? Parce que tu sais, dans un chemin spirituel, souvent, on prend beaucoup de temps, on cherche à tâtons, et puis à un moment donné, on se dit: «Ah, il y a peut-être quelque chose», et puis ça prend du temps quand même, et au bout d'un moment, on se dit: «Bon, bah, en fait, là, les évidences, enfin, il y en a trop, quoi, finalement, donc c'est ça, et malgré tout ce qu'on dit autour de moi, ben, c'est ma nouvelle, façon de voir la vie, quoi». Ouais. Alors, il y a une distinction entre être en contact avec ça, mais ne pas être capable de s'en rendre compte ou ne pas l'accepter de façon consciente dans son quotidien, et Mmh. le vivre et l'accepter, l'engrammer, le digérer, l'intégrer dans toutes les cellules de son corps. Donc, je dirais que en étant enfant, l'évidence est apparue, mais il a fallu que je sois une femme adulte de plus de 30, je crois que j'avais 33 ou 34 ans pour, Mmh. pour enfin, pour le comprendre complètement, pour le vivre, même si j'avais déjà vécu une première fois à 20 ans, mais vraiment pour le vivre et puis pour cette fois-ci de me dire, OK, il faut vraiment que tu fasses quelque chose là. Tu peux pas garder ce que tu as vécu pour toi, ou alors il faut que tu changes ta vie, c'est pas possible. Il faut que tu changes de vie, ça va pas. Ouais, parce qu'avec cette réalisation vient un nouveau sens à la vie, auquel il faut s'adapter, quoi.
En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Après, bien évidemment que nous sommes tous hyper différents et que peut-être enfin, voilà. Mais moi, ça m'a semblé tellement énorme et ça a eu tellement d'impact sur mon corps physique et sur mon mental, sur ma psyché, que je n'ai pas pu ne pas changer de vie. Ouais. D'accord. Bon, très bien. On va essayer de ne pas développer trop non plus, parce qu'on va en garder un petit peu pour après. Sommes-nous seuls sur Terre et dans l'univers? Non, non, impossible. Ah non. Impossible. Mais non, mais il y a des milliards et des milliards d'étoiles et de galaxies et de planètes. Impossible. Très bien. Est-ce que tu penses que la lumière a gagné? Ah. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une guerre. Je pense qu'il y a un développement. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu te sens bien dans cette époque? Mmh. Oui, oui et non. Oui, il y a plein de choses qui me conviennent. Je vais dire que oui. Dans l'ensemble, je vais dire oui. Mais parce que je veux Bon, faire court. bon, en tout cas, on en reparlera aussi. Comme tu as un emploi du temps bien rempli, j'imagine que tu as réussi à optimiser cette vie et à en faire quelque chose. Ça, c'est déjà une façon d'être satisfait de sa vie, je pense, c'est qu'elle soit bien remplie et qu'on se sente utile dans cette vie, quoi, et dans cette époque. Oui, ou en tout cas de l'accepter telle qu'elle est. Mmh. J'ai découvert un mot qui est l'acceptation, un verbe qui est accepté et waouh, je pense que je n'aurais pas assez d'une vie pour pouvoir vraiment l'intégrer avec tout ce que ça implique. Mmh. Ouais. Est-ce que tu crois que le futur est déjà écrit? Ah, En 1 minute, hein. ok, en 1 minute. Alors, je vais te dire oui et non. Oui, il est écrit parce qu'il y a une myriade de possibilités, des possibilités infinies. En tout cas, en revanche, ce qui n'est pas décidé, c'est quel chemin nous allons prendre. D'accord. Donc le libre arbitre. Donc le libre arbitre, exactement. Et heureusement qu'il est là. Ok. Prochaine question, un peu bateau pour toi, mais est-ce que tu as déjà vécu des synchronicités ou des expériences un peu extraordinaires, Oui. si ce n'est quotidiennement? Oui. Donc je vais passer à l'avant-dernière question qui est: qu'est-ce qui te fait monter en vibration? Tellement de choses. Les émotions, les sentiments, la beauté, l'amour, la joie, la danse, les enfants, la nature, un livre, la contemplation, la création, enfin bon. Trop bien. Ça va inspirer du monde. Bien. Penser, prier, mais prier à sa façon, même pour les gens qui ne croient en rien, mais prier, juste voilà, enfin tellement de choses, mon Dieu, waouh. Trop Ouais. bien. Et enfin, quel est le mantra, s'il y en a un, qui guide ta vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui te porte particulièrement? Une phrase, ou ça peut être un maître aussi, Il y en a tellement. Merci. la gratitude? Mon mantra, c'est merci. Ok, ben Merci, merci beaucoup à toi. je t'aime. Ouais, Mmh. trop bien, ben merci Jacqueline. Pour s'être prêtée à ce petit exercice, c'est super intéressant. Je trouve, moi, de voir chaque Ouais. personne à sa façon de réagir, surtout spontanément à des questions qui sont très difficiles. Je reconnais qu'on pourrait y passer des heures pour chacune. Ah bah, il y a certaines questions, c'est vous avez 3 heures, on se croirait au bac de philo, tu vois? Mmh. C'est clair. Mais c'est Mais juste. en même temps, c'est ça aussi enfin, ce sont des questions qu'on se pose tous et je trouve que la spiritualité aide un petit peu à se rapprocher, à donner des réponses. Moi, ce qui m'a toujours frustré un petit peu quand j'étais au lycée, par exemple, ou quand je faisais mes études, c'est que la philosophie ou la manière dont on nous l'enseignait, en tout cas, s'arrêtait au moment où ça devenait un peu concret.
Et je trouve que la spiritualité permet justement d'associer des vraies questions denses, profondes et parfois théoriques, mais à notre vie, quoi. Je C'est suis ça qui d'accord avec est... toi. Je suis d'accord avec toi et elle nous permet aussi de ralentir, de prendre le temps pour s'occuper de notre conscience, pour être et non pas faire. Mmh. Parce qu'on a oublié d'être. On passe notre temps à faire. C'est vrai. Alors, tu es bien placé pour en parler puisque tu fais énormément de choses. Alors, entre ton cabinet, tes séances de Kundalini mensuelles, et puis tous tes projets, je ne sais pas si tu pourras parler de tout, mais je sais que tu as beaucoup de projets. Est-ce que Mmh. tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ton quotidien, en fait? Comment tu te définis déjà? Plutôt médium, dans ton activité professionnelle, disons? Aujourd'hui, si on me demande dans quoi je travaille, j'explique que je suis médium. Mmh. Et en OK. fonction de la réaction des gens, si les gens se posent des questions et s'ils m'en posent, je leur réponds. Si les gens ont peur et s'enfuient en courant, je leur souhaite de ne pas trébucher. Et puis, et voilà, mais oui, pour moi, le mot qui définit le mieux, c'est médium. Donc, un médium est une personne qui est en contact avec les mondes invisibles et qui est un canal, un tuyau, un tube. Moi, je dis souvent que j'ai l'impression d'être une radio. Hein. Je capte ou un perroquet. Et puis, je répète ce que j'entends et ce que l'on me dit. Donc, oui. Mmh. C'est un truc qui revient souvent en ce moment, dans ma vie, c'est cette idée qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère aujourd'hui comme, un peu magiques et qui, en Mmh. fait, sont de la physique qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Mmh. Alors, je dirais pas que tout est ça, hein, parce que je pense qu'il y a quand même du divin qui est un peu magique. Mais en tout cas, il y a certains phénomènes, et notamment dans la médiumnité, qui, à mon avis, relèvent d'un peu de la physique, mais qu'on n'a pas encore compris. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord avec ça. Et heureusement, tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que tu es contente de vivre à cette époque? Eh bien, je te disais oui, pour une partie. Et heureusement que je vis à cette époque parce que je ne sais pas si tu as vu le film de Mélanie Laurent sur Charcot. Euh, Non. il est très intéressant. Bien évidemment, je ne me souviens pas du titre parce que sinon ça aurait été trop, trop génial. Et bref, c'est une vision de comment étaient jugées les femmes qui étaient médiums il y a 2 siècles. Donc elles étaient enfermées, trépanées, etc. Mmh. Donc moi, je suis très, très heureuse d'avoir accès à des IRM, d'avoir accès à des informations comme la physique quantique, de savoir aujourd'hui qu'un médium est quelqu'un qui synchronise les 2 hémisphères de son cerveau et qui produit certains types d'ondes, etc., etc. Parce que sinon, effectivement, on se demande si nous n'avons pas perdu notre raison, si raison nous avons, mais Bah, ouais. oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une époque, dès on disait: «J'entends des voix», on te mettait dans la catégorie schizophrène, Tout à fait, et il y avait pas d'alternative, quoi. Alors tout à fait. qu'aujourd'hui, on commence à se dire, bon, alors il y a des schizophrènes, soyons Mhm. clairs, mais il y a beaucoup de canalisations maintenant, qui sont prouvées et qui interviennent chez des sujets totalement sains comme on peut le voir, de plus en plus, en ce moment. Et je voudrais revenir sur cette idée d'époque parce que, c je pense que tu sais où je veux en venir, mais est-ce que tu penses qu'on est présent dans une seule époque ou est-ce que tu penses qu'on peut être, présent dans plusieurs époques à la fois? Ce que je sais, en tout cas, tout ce que j'explique, ce sont des choses que moi j'ai vécues. Donc, d'après mon expérience, et je ne peux parler que de ce que moi j'ai expérimenté, parce que sinon, ça ne me semble pas juste. Mais en tout cas, d'après mon expérience, d'abord, quand on est en contact avec des défunts ou avec d'autres êtres, on a bien l'information, elle est très claire, et la sensation que le temps n'existe pas. Donc, je pense que le temps est une donnée humaine. Ça, c'est une première chose. Je n'ai pas la sensation que le temps soit linéaire de ce que j'ai perçu, compris, expérimenté et discuté. Pour moi, le temps est circulaire. Il ressemblerait plutôt à une sorte de galaxie, tu vois, qui est en mouvement, ce qui fait qu'il est impossible d'avoir une information sur un présent, un passé ou un futur, mais c'est nous qui en avons besoin dans notre quotidien d'humain. Ça, c'est la première chose. Euh,
Moi, j'ai expérimenté dans des états modifiés de conscience extrêmement profonds, ou pendant des soins, ou pendant des kundalini, ou même pendant des méditations, des contacts avec une partie de moi, mais qui n'est pas dans cette époque, qui n'est pas en 2023, qui n'est pas là depuis que je suis née. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que la conscience est quelque chose de beaucoup plus global et elle pourrait être en différents points et nous pourrions avoir accès à d'autres parts de conscience auxquelles nous n'avons pas accès aujourd'hui, ou est-ce que effectivement nous vivons dans différents lieux. Mais quand on regarde, c'est très compliqué à expliquer avec des mots clairs et sans se perdre, parce que ce sont des sensations, ce sont des visions, mais si le temps pouvait être représenté comme des lignes, il me semble complètement cohérent, en tout cas moi je l'ai expérimenté, d'être dans différentes lignes de temps simultanément. C'est pour ça que je me pose la question sur quelle est l'étendue de la conscience et comment finalement pourrait fonctionner la conscience. Parce que je ne sais pas si nous avons accès à cette information. Mais peut-être que c'est une part de conscience, de ma conscience, qui n'est pas ici en 2023, mais qui est en 2400 ou en 1350, et qui communique, tu vois. La conscience est quelque chose de global, et puisque quand nous sommes connectés avec l'au-delà ou avec une part de ce monde invisible aux yeux humains, nous avons des informations de personnes qui sont décédées il y a plus de 50 ans ou il y a plus de 100 ans, etc. etc. Donc, ouais, il y a des personnes en plus qui parfois disent qu'elles ont l'impression que leur environnement est resté le même. Et en fait, moi je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps de Christine André qui disait mais le temps, enfin les époques passées demeurent. Et il y a d'autres gens qui les peuplent en fait. Donc j'ai un peu bugué sur le moment. Et puis après, juste pour que ce soit très clair pour les gens qui nous écoutent, mais ça veut dire que la préhistoire, elle existe toujours quelque part. Nous, on l'a passée depuis longtemps, mais elle existe pour peut-être d'autres espèces. Le Moyen-Âge, il y est toujours aussi pour d'autres espèces ou d'autres humains, peut-être, mais ailleurs. Et nous, on a passé cette ligne de temps, parce que pour nous, c'est linéaire. Mais d'un point de vue beaucoup plus haut et beaucoup plus global, tout ça peut vivre en simultané, en fait. De ce que je peux t'expliquer, c'est que d'une façon courante, on appelle ça les vies antérieures. Moi, quand j'ai travaillé sur mes vies antérieures, j'ai eu accès à plusieurs étapes, à plusieurs époques extrêmement différentes, auxquelles je n'avais pas accès en étant consciente, mais en état modifié de conscience, oui, j'y ai accès. Et encore, il n'y a pas très longtemps, ça m'est encore arrivé. Donc, bien entendu, je n'ai pas ni le même visage, ni la même forme, ni la même apparence, et je ne suis parfois pas une femme, et c'est OK. Sauf que moi, j'ai vraiment la sensation, et c'est pour ça que j'ai du mal à parler de vie antérieure, c'est simplement pour illustrer le propos, j'ai la sensation que cette partie de ma conscience, ou en tout cas de mon âme, elle est encore vivante parce que j'échange avec cette partie de mon âme, et je reçois des informations extrêmement précises, tu vois, sur comment on vit à la préhistoire, ou sur comment on vit en l'an 800 après Jésus-Christ, mais dans d'autres parties du monde qu'en Europe, etc., etc. Et il se trouve que quand je vais faire des recherches, je trouve des informations qui viennent corroborer ce que moi j'ai reçu. Mais bon, voilà, je ne veux pas rentrer dans des considérations philosophiques, mais après, si on se place d'un point de vue jungien, on pourrait se demander, tiens, est-ce que je n'ai pas eu accès à finalement l'inconscient collectif? Est-ce que je n'ai pas eu accès à l'âme collective de l'humanité? Tu vois ce que je veux dire? Donc, depuis quel point de vue on se place? Moi, de mon point de vue de médium, je pourrais te dire que mais je suis certaine de ce que je t'explique, puisque je le vis, puisque j'ai des images, j'ai des explications, j'ai des odeurs, j'ai énormément de choses. Après, est-ce que d'un point de vue, encore une fois, d'un psychologue, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que d'un point de vue d'un scientifique quantique, est-ce qu'il pourrait nous donner la même explication? Je ne sais pas. La question reste ouverte. C'est immense, on peut passer 8 jours, quoi, tu vois. Ouais. Et toi, tu travailles sur les vies antérieures ou les vies simultanées, ou je sais pas comment les appeler, du coup, avec les gens qui viennent te voir à ton cabinet? Non, plus maintenant. Pourquoi? Alors, j'ai travaillé en fait pour moi, sur moi, parce que tout ce que je fais au cabinet et tout ce que je fais avec les personnes qui viennent me voir, je l'ai expérimenté sur moi. Ça, c'est la première chose. Et quand j'ai travaillé sur cette partie me concernant,
c'est devenu quelque chose qui était extrêmement présent dans ma vie, peut-être même trop, au détriment de cet instant présent qui était là. Et j'ai trouvé qu'il était, à mon sens, je ne parle que de moi, et chacun peut avoir bien entendu une vision différente de la mienne. Mais j'ai trouvé qu'il devenait trop facile de dire « Ah non, mais alors si je vis ça, c'est parce que dans une vie antérieure, je ne l'ai pas réglé. Mmh. » Ça me semble important d'être dans cet instant-là, même si nous avons d'autres vies simultanément dans d'autres espaces-temps. Mais ça me semble hyper important de développer cette conscience, parce que moi, je vois bien que la conscience, elle perdure et que c'est ce qui nous permet d'évoluer, y compris après la vie. Carrément. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Comme tu dis, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, c'est quand même bien fait. Et si ça a été fait pour qu'on oublie les vies antérieures, c'est qu'on doit se concentrer sur celle-là. On a déjà beaucoup de choses à y faire, que pour en plus aller essayer de se trouver des problèmes dans les vies antérieures, quoi. Enfin, Alors, il y a ça, et puis il y a aussi autre chose que moi j'ai expérimenté. Alors, bon, peut-être chacun est différent, mais moi, je trouve que c'est d'un très mauvais goût, mais je n'ai jamais été ni Cléopâtre, ni Christophe Colomb, ni, bon, heureusement, Marie-Antoinette, je Napoléon. n'ai pas été, mais Napoléon, évidemment que non, Gengis Khan non plus. Enfin, tu vois, j'ai souvent été quelqu'un de très simple, assez modeste, avec des vies assez compliquées, où j'ai eu faim, j'ai eu froid, avec des guerres, avec des épisodes violents, tu vois, difficiles, où on n'a pas forcément fait attention à mon corps et on ne m'a pas respecté. Et je suis très, très loin d'avoir été Néfertiti, tu vois ce que je veux dire? Donc, Décevant. voilà, quoi. C'est décevant, mais c'est comme ça, tu vois, j'en ai parlé avec mon père, je lui ai dit, donc, j'ai pas été Néfertiti. Alors, il s'est marré. Il m'a dit, non. Et un petit peu plus basique comme question, mais je pense que ça peut intéresser des gens aussi. Est-ce que tu penses aussi que les réincarnations passent d'abord par le minéral, l'animal et ensuite l'humain? Ou est-ce que c'est pas systématique? Ou est-ce qu'on est que humain et... Tu veux que je te dise très sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, de ce que moi j'ai expérimenté, je me suis vue en humain. Mais par contre, toute petite, dans une grotte, enfin, voilà quoi. Bah, ouais, Pas pas dans avec les meilleures cette tête, conditions. tu vois. Ouais. Et d'accord. Enfin, ouais, c'est assez passionnant, mais c'est vrai que moi, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Moi, je sais pas quoi en penser. C'est vrai que il y a aussi des gens qui pensent que ces autres vies-là ont un impact sur notre vie actuelle et inversement. C'est-à-dire que si on est éveillé dans cette vie-là, ça va aider à favoriser les autres vies. Mais je suis d'accord, je suis tout à fait Donc, d'accord avec ça sur le fait que si on se replace vraiment d'un point de vue de l'âme, d'accord? Imaginons que ce qui importe, c'est cette âme, quelle que soit l'époque. Effectivement, pouvoir éveiller l'âme, ou en tout cas lui permettre d'avancer, de se développer et qu'elle aime ou qu'elle remplisse sa fonction et son rôle, tu vois, de comprendre qu'il y a un tout, qu'elle n'est pas seule, qu'il y a une véritable interaction, que la façon dont elle va se sentir va avoir une conséquence sur le reste du tout, tu vois. Si toi, tu n'es pas bien, évidemment que moi, je vais le ressentir, non pas parce que nous nous connaissons, mais parce que nous faisons tous les deux partie du tout. Et c'est pareil pour les personnes que nous ne connaissons pas du tout. Peut-être que le voisin d'en face que je ne connais pas, s'il n'est pas bien, je vais le ressentir et vice-versa. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais moi, en tout cas, je me disais, mais je vais être engloutie. Je vais être engloutie par ces vies antérieures. Et mon maintenant. Et mon enfant, tu vois, et ma famille et mes amis, et cette conscience que j'ai maintenant. Donc finalement, j'ai travaillé dessus, grâce, pour, comme tu voudras le dire, ces vies antérieures, ce que j'appelle moi des vies antérieures, mais qui finalement sont peut-être des vies dans d'autres époques ou avec un autre système de temps, mais qui se déroulent en même temps. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'aller chercher comment je pourrais dire, d'aller chercher des capacités que je n'ai pas aujourd'hui. Je prends un exemple, tu n'es certainement pas le même homme aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Tu vois, et s'il y a 10 ans, tu avais pu venir chercher une perception, une capacité, une compréhension que tu as développée aujourd'hui, peut-être qu'elle t'aurait aidé. Donc je pense que, est-ce que ce ne serait pas ça qui serait intéressant, c'est d'aller chercher des choses que nous n'avons pas comprises ou dont nous avons besoin, aussi bien dans ce que nous appelons nous communément le passé,
et communément le futur, mais qui finalement sont encore une fois dans un cercle. Mais ce sont des choses qui sont compliquées et le truc, c'est que quand on rentre dans toutes ces choses-là, on y passe des heures et ça soulève tellement de questions auxquelles nous n'avons pas. Mmh. Donc c'est pour ça que moi, je me base que sur ce que j'ai vécu. Non, en fait, c'est marrant l'exemple que tu prends là parce qu'on peut tous s'imaginer 10 ans auparavant. Et je Mmh. pense qu'on peut tous réaliser aussi le fait qu'on a progressé. Mais oui, Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que ça va quand même toujours dans le sens du progrès et d'un point de vue de sagesse, on n'aimerait pas revenir en arrière, quoi. Peut-être mais pour d'autres, raisons, on aimerait revenir en arrière, mais en tout cas, donc au niveau de la sagesse et de l'éveil, généralement, je sais plus qui avait dit ça, qu'on était toujours à la meilleure, au maximum de son niveau d'éveil, je crois, dans le temps. et puis on pourrait aussi dire que, nous sommes plus prêts qu'hier, mais moins que demain. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller piocher des éléments dans ces vies antérieures, dans ces vies futures, et d'aller ramener en fait ces éléments dont je n'ai pas encore conscience ou connaissance, mais que je vais pouvoir intégrer, avec lesquels je vais pouvoir travailler. Ça, je trouve ça génial. T'imagines? Mmh. On fait un saut chez Olivier dans 5 ans. Olivier, dans 5 ans, il aura Mmh. énormément évolué. Et on Mmh. t'amène ce que tu n'as pas encore aujourd'hui. Ouais. En fait, finalement, ouais, l'idée, c'est que ce soit des vies antérieures ou futures ou autres, c'est toujours de devenir la meilleure version, possible de soi-même, quoi. Oui, et encore que, quelle est la définition que l'on met derrière le mot meilleur? Meilleur par rapport à quelle échelle? Est-ce que simplement nous pourrions pas nous dire la version évoluée, la version qui a compris, qu'avons-nous compris, qu'aurons-nous compris dans les 5 prochaines années? Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Parce que quand on dit meilleur, moi j'ai la sensation qu'on se met déjà une pression supplémentaire en se disant: «Ah là là, il faut que je sois le mieux possible, il faut que je sois bien». Mais finalement, y a-t-il vraiment une notion de mal? Est-ce que nous n'avons pas plutôt des notions d'ombre que nous avons besoin de comprendre et que nous avons besoin d'expérimenter pour les transmuter, pour venir les transformer? Et pourrions-nous voir la lumière si nous n'avions pas d'ombre? Tu vois, nous sommes dans un monde où nous sommes dans une dualité permanente, une alternance, le jour et la nuit, le bien et le mal, le blanc et le noir, et cetera. Mais Mmh. peut-être qu'il y a, enfin, en tout cas, avec les défunts, on le voit bien, et avec d'autres entités avec qui on peut parler, cette notion de bien et de mal, elle disparaît complètement. Mmh. Elle Ouais, est parce que souvent, le mal est une espèce de poussoir à s'améliorer, quoi. c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on ne part pas d'une douleur, d'une incompréhension, de ce que nous appelons nous communément une faiblesse ou de quelque chose qui est difficile, eh bien, nous sommes certainement moins conscients, en tout cas moi, je suis moins consciente de ce que je suis en train de comprendre et de mon évolution. Donc maintenant, j'essaye de faire des évolutions en douceur. Mais combien de mes évolutions ont été extrêmement douloureuses, mais waouh, Mmh. waouh, waouh, waouh. Est-ce que ce n'est pas Ouais, ça? on avait eu cette conversation, une fois sur le fait que, il y avait beaucoup enfin, presque l'essentiel des gens qui avaient des ascensions spirituelles importantes, passaient par cette étape de souffrance. Mmh. Ce qui fait que, on peut aussi voilà, remettre en question les notions de bien, de mal, quoi. Tu Moi, vois, sur un autre plan, c'est peut-être, ouais. je me pose la question, en fait, parce que, non pas que nous ne souffrions pas, ce n'est pas ce que je dis. Parce que moi, je suis la première à souffrir et j'imagine que tout le monde souffre. Nous souffrons tous à un degré plus ou moins élevé, d'une façon différente. Mais ça, c'est commun. Mais sommes-nous capables, quand tout va bien, de nous remettre en question? Mmh. Tu vois, je vais donner une analogie hyper simple, hein, mais tu réussis hyper bien une recette de lotte. Ok, tu fais ta lotte, elle est super bonne. Est-ce que tu vas changer un seul ingrédient de ta recette? Tu vas refaire toujours la même. On change Puisqu'elle pas une fonctionne. équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce que nous disons nous humains. Alors que Ouais. ne devrions-nous pas, moi je me pose la question, ne devrais-je pas, et c'est ça aussi qui m'a permis de comprendre tout cela, c'est-à-dire l'idée de dire, moi je n'ai pas forcément besoin d'évoluer en étant sur un lit d'hôpital ou en étant en train de souffrir le martyre, mais plutôt de me dire, attends, là on te dit que la recette fonctionne, ok, donc moi comme je suis une humaine et que je suis paresseuse et que je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie que les choses soient simples, parce que je suis confort
et parce que j'ai envie d'être confortable, et parce que je vis en 2023, et que j'ai une télécommande, une voiture, un téléphone, enfin, tu vois. Et que quand je veux aller vite, bah, j'ai un micro-ondes dans ma cuisine et puis je me fais réchauffer les aliments, tu vois. En Mmh. 1940, on n'avait pas ça. Tu fais pas réchauffer tes plats en conscience, quoi. Bah, je l'essaye, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps parce que ce n'est pas le cas, sinon je serais peut-être en être ascensionnée et je ne serais pas ici, loin de là. Donc, tu vois, j'ai encore des tonnes de trucs à apprendre et c'est OK. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avons-nous vraiment besoin de la souffrance, et finalement, sommes-nous capables d'apprendre autrement qu'en souffrance? Qu'est-ce qui fait que nous avons un moment où nous nous posons la question? C'est en général quand ça ne va pas, tu vois? Mmh, carrément. Tu as mal aux pieds que tu te Et poses la question: «Est-ce que la chaussure est trop petite?» absolument. Et toi, par exemple, donc pour revenir aux enseignements d'Eva Pierrakos, c'est quelque chose que tu fais, régulièrement, d'aller chercher, de l'information, des enseignements, partout où tu Régulièrement, peux, ouais, ça fait régulièrement. partie d'une, Et je me les applique, et en tout cas, j'essaye, j'essaye. Peut-être que ma fille te dirait: «Elle n'y arrive pas tous les jours», et ça, c'est vrai. Tu les vois? enfants sont Et terribles. mon mari te dirait certainement la même chose, et c'est OK pour moi avec ça, parce que heureusement que j'ai, je le répète, tellement de choses encore à apprendre et à comprendre, donc ça me va très bien. Mais oui, oui, j'essaye vraiment, tu vois? C'est-à-dire que si jamais je suis en colère, je me dis: «OK, pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que ça vient éveiller en toi? Et comment tu peux faire passer cette colère? Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Qu'est-ce qu'il y a en dessous?» Et le fait d'aller gratter ce qu'il y a en dessous, est-ce que c'est parce que tu as peur? Mais tu as peur de quoi? De pas être aimé, d'être rejeté, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un enseignement, bah, d'Eva Pierrakos ou de Jane Roberts, tu vois, avec Seth, mais on parle surtout d'Eva Pierrakos parce que tu connais les textes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi il y a cette réaction derrière. En tout cas pour moi. Mmh. Carrément. Et est-ce que on peut peut-être parler un petit peu justement de toutes ces choses qu'on peut faire pour s'éveiller, pour apprendre des choses? Donc il y a les enseignements d'Eva Pierrakos qui sont c'est chouette parce qu'on peut les trouver sur internet, gratuitement, et il y en a énormément. On peut Oui. on Il y a peut y passer, 250 textes, donc on a le temps. Chaque texte faisant à peu près 4-15, entre 13 et 15 pages. Bon, mmh. on a le temps. Il y a effectivement énormément d'écrits, mais je pense aussi, tu vois, à des textes très anciens, aux textes aussi religieux, parce que chacun peut trouver, un éveil, dans une branche, différente, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il y a, la méditation, il y a le sport, il y a la création, je trouve que c'est un vrai plaisir. Moi, je dessine tellement mal, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, mais tu vois, j'ai un niveau de dessin de bonhomme allumette, voilà. Et donc quand je discute avec, des artistes, avec des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, ou même des chanteurs, hem, leur moment de création est un moment d'éveil pour eux aussi. Donc je pense que c'est Ouais. plutôt l'idée de savoir qu'est-ce qui fait que dans notre cœur, on ressent d'un seul coup une joie, où on a le cœur qui bat, ou qui bat plus fort, ou qui bondit, où on a un frisson. Tu vois, il y a des personnes qui vont avoir cet état d'être, parce qu'on parle bien de notre être, en allant au Louvre, et d'autres, ce sera en écoutant Mozart, et puis d'autres, ce sera en faisant de la pâtisserie, tu vois? Moi, j'ai Mmh. une tante que j'adore et pour qui j'ai une affection incroyable, qui me dit: «Tu sais, moi, quand je suis stressée, je fais des tartes», et elle fait des tartes magnifiques. Mais c'est Elle génial, fait beaucoup de tartes. et elle fait plein de tartes et elles sont canon ces tartes, tu vois? Ouais, trop bien. Ouais, je pense que c'est important de rappeler aux gens qu'on peut faire des choses simples aussi qui nous éveillent et qui nous font monter en vibration et qui nous font ressentir, bah, ces sentiments dont on a besoin, très simples, d'amour, comme tu dis, de félicité intérieure, de calme, de sérénité. Mais il faut prendre le temps de le faire. Et c'est le temps, et c'est cette vie de fou que nous menons aujourd'hui, mais qui est en accord avec son époque. C'est notre époque, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une telle, incompréhension parfois entre les gens, ou une telle douleur, tu vois? Heu, Mmh. quand on court après le temps, et ça, c'est quelque chose que je trouve, j'en parlais hier soir ou avant-hier soir avec mon mari, je lui disais: «Mais la course contre le temps, elle est perdue». Alors j'ai décidé d'arrêter.
d'arrêter de courir parce que d'arrêter de faire 100 choses en une journée, c'est pas possible. Donc j'essaie de faire ce que je peux et si je n'ai pas le temps, eh bien je fais différemment ou je ne fais pas. Mais il m'a fallu des années et je n'arrive pas encore à l'appliquer au quotidien, tu vois. Mmh. Ouais, c'est sûr que c'est un autre mode de vie, quoi. Si on veut vraiment s'écouter, ça demande des adaptations importantes, voilà, Et en on va même dire. temps, il est impossible que nous soyons tous des bons au Népal Ouais, à prier 15 heures par jour. Tu vois, c'est pas possible. ouais. C'est juste pas possible. Moi aussi, j'ai couru et je cours encore, tu vois, parfois, mais simplement, j'essaye de ne pas me contraindre à cela parce que ça crée une espèce d'inquiétude et de fatigue à l'intérieur de soi qui nous éloigne encore plus, finalement, de notre être, Mmh. hein, pour se faire. Mmh. Donc, si je n'ai pas le temps, je peux méditer dans un train puisque je suis banlieusarde et si je vais à Paris, je vais prendre le train comme une bonne banlieusarde que je suis et je peux méditer dans le train. Et Mmh. c'est OK. Mmh. Et tu m'as parlé la dernière fois de Kundalini Mmh. et que tu faisais des séances comme ça, est-ce que tu peux nous dire dans quel cas, dans quel cadre on peut s'intéresser à ça et on peut essayer de développer, des techniques qui permettent de réveiller sa Kundalini? Parce que je crois que c'est comme ça qu'on en parle. Moi, je connais pas du tout, hein. Ça me fait un peu peur, à vrai dire, de lâcher des chevaux OK, de mais c'est manière super comme ça. important. Pourquoi tu as peur? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une énergie qui dort, pas pour rien et que si tu la réveilles dans un cadre, inapproprié, ça peut devenir un peu spécial. Mais c'est vraiment un a priori total, je connais pas du tout. Mais, Non, non, mais je serais ravi de savoir. ton a priori, il est hyper juste. Alors, la Kundalini, pour moi, ça a commencé il y a des années et j'ai travaillé avec 2 amis très proches qui sont thérapeutes, qui sont très importants dans ma vie. Donc nous avons travaillé à raison de 1 fois par semaine, de 10 heures du matin à 18 heures ou 19 heures le soir, en Kundalini, pendant 3 ans et demi. Plus des week-ends, plus parfois des vacances. Donc ça fait des centaines de séances. Et nous OK. avons effectivement énormément évolué et nous avons vécu beaucoup de choses. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que je n'éveille pas la Kundalini si la personne n'est pas prête, pas Mmh. chez moi. Parce qu'effectivement, il faut que cette personne soit prête à cet éveil et que, à mon sens, mais je ne parle encore une fois que pour moi, il est extrêmement important de respecter l'état dans lequel va être la personne. Donc si la personne n'est pas prête à cet éveil, en tout cas, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette Kundalini, on l'illustre avec un serpent qui dort autour de notre colonne vertébrale. Et lorsque ce serpent se réveille, il va monter. Nous avons 2 canaux qui permettent de la faire monter, Ida et Pingala. Là, on parle vraiment de science yogique. La Kundalini a été, pendant des siècles, réservée à des yogis qui étaient des ascètes, Mmh. qui consacraient leur vie à cet art et à cette science. Aujourd'hui, elle commence à se développer parce qu'effectivement, heureusement, notre niveau de conscience humain il a beaucoup évolué et nous sommes de plus en plus conscients, et tant mieux. Mais il faut, avant de participer, en tout cas pour moi, avant de participer à ces séances en groupe, il est important d'avoir eu un contact avec quelqu'un, donc avec moi ou avec la personne qui fait aussi ces séances avec moi, qui est Marlène, qui est prof de yoga Kundalini, avoir une envie, un développement spirituel et avoir une conscience du fait que lorsque cette énergie va s'éveiller, il va y avoir des changements. Et est-ce qu'on est prêt à accueillir ces changements? Est-ce qu'on a envie de vraiment les accueillir? Parce qu'on parle bien de changement, mais lorsque nous sommes confrontés à des changements, c'est jamais confortable. Donc l'idée, Mmh. c'est que nous avons envie et nous sommes prêts à avoir un moment d'inconfort pour comprendre certaines choses. Et comment tu expliques que cette énergie-là, elle soit, réprimée quelque part? Est-ce que c'est notre mode de vie qui fait qu'elle ne se déclare pas spontanément comme ça? Tu penses que dans d'autres temps, elle a été plus facile à
à solliciter? Comment ça marche, à ton avis, au niveau naturel de l'humain, ce truc? Alors, en tout cas, moi, je pense que quand l'homme était plus connecté à la nature, cette Kundalini, elle était peut-être plus fluide qu'elle n'est aujourd'hui. Que les peurs sont un formidable moyen pour endormir cette Kundalini. Ensuite, quand on regarde et quand on lit, quand on étudie les textes yogis et les Védas qui en parlent très bien, etc., ils expliquent que lorsque l'homme a perdu sa connaissance et lorsque l'homme a perdu sa sagesse, il a perdu l'accès à certains de ses chakras, et c'est la raison pour laquelle la Kundalini s'est endormie. Et donc, l'homme peut éveiller sa Kundalini lorsqu'il a accès à d'autres chakras que les 7 chakras que nous connaissons et à d'autres sagesses. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi un pan de notre conscience? C'est-à-dire, encore une fois, comment envisageons-nous la vie? À quelle dose de confort? Mais je ne voudrais pas non plus que les gens pensent que l'idée, quand tu as ta Kundalini éveillée, c'est de dormir sur un matelas de clous, parce que ce n'est pas du tout le cas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça répond ou pas? Bah oui, oui. À la fois, oui. Enfin, je pense que ça restera toujours un peu mystérieux pour les gens qui l'ont pas expérimenté. Et en même temps, je pense pas forcément que ce soit pour tout le monde. Donc, qui peut venir te voir en disant, vas-y Jacqueline, moi monter ma Kundalini, quoi. Il y a plein de gens qui m'appellent et qui me disent, moi je voudrais avoir un soin de Kundalini, et en fonction de comment sont ces personnes d'abord à cet instant, je leur dis oui ou je leur dis non. Pour moi, ça ne sonne pas juste. Donc je vous propose, on peut se voir, il peut y avoir des soins énergétiques ou il peut y avoir un développement, mais le développement de cette personne, il peut être avec moi, mais pas que, tu vois, il peut être aussi un développement spirituel, il peut être aussi un développement physique, tu vois. Tu peux avoir un éveil de Kundalini en écoutant de la musique ou en contemplant un paysage ou une œuvre d'art qui t'émeut particulièrement, tu vois ce que je veux dire? Ou quand tu as un bébé dans tes bras, tu prends un bébé dans tes bras, tu prends ton enfant qui vient de naître, par exemple, ça peut être une énorme émotion, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais ça, ce sont des éveils de Kundalini qui vont se faire de façon naturelle. Tu peux avoir un éveil de Kundalini en priant, mais ce n'est pas réservé uniquement aux personnes qui sont religieuses. Une personne qui est athée ou qui a une croyance différente, elle peut aussi avoir un éveil de Kundalini. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est que la personne soit prête à effectivement ces changements et qu'elle soit prête à cette expérimentation. Parce que moi, je peux te parler pendant 14 jours sans problème, tu vois, de ma Kundalini, et toi, tu peux vivre une Kundalini qui va être différente. Ouais. Tu vois, parce que nous sommes des personnes différentes. Ouais. Moi, j'imagine que ça crée un état un peu modifié de conscience et qu'effectivement, après, tu as des informations peut-être qui viennent en fonction de qui tu es et de ce que tu as besoin de... Enfin, ce que tu peux entendre à ce moment-là et ce qui peut te faire évoluer, quoi. Oui et non, parce qu'en même temps, le moment où tu es en Kundalini, l'état de conscience modifié est tellement profond que tu ne réfléchis pas, tu es. En fait, la Kundalini, elle est, et il faut la laisser faire. Parce que c'est une intelligence qui est vraiment cosmique, mais c'est une intelligence qui est adaptable. Elle s'adapte à chaque personne, aux besoins spécifiques de chaque personne. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très expérimental et qu'il faut absolument expérimenter à l'intérieur de soi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle procure une joie absolument incroyable. Elle procure un amour, en tout cas une ouverture du cœur. Tu vois, tu as le cœur qui s'ouvre comme ça et tu te dis, mais comment ai-je pu être en colère contre X qui à l'école me tirait par les cheveux, mais non, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as des informations comme ça qui arrivent. Et c'est pour ça que l'on parle de cette ouverture de conscience à ce moment-là. Comme si, finalement, cette Kundalini, elle permettait d'enlever nos couches d'oignons que nous portons avec nos peurs, nos pensées, ce que nous avons acquis comme croyances limitantes avec notre civilisation, notre pays, notre région, notre ville, nos parents, notre éducation, l'école, tu vois? Et finalement, tout ça est enlevé et on trouve le cœur, on trouve l'âme de chacun. Qui sommes-nous vraiment?
tu vois? Et c'est Mmh. incroyable. Mais encore une fois, si la personne a peur, je pense que c'est déjà un indicateur de: «OK, c'est peut-être pas le moment, attends un peu, c'est pas grave». Ah, tu m'as convaincu, ça me dirait bien d'essayer quand même. OK, Peut-être, j'ai vendu. pas trop régulièrement, je sais pas si je le ferai régulièrement, mais au moins une fois, si c'était possible, parce que je sais pas si c'est je pense pas que ce soit systématique. Il faut quand même, j'imagine, un peu de pratique et des Une fois exercices peut-être à pratiquer. de temps, mais tu vois, on peut atteindre avec la respiration holotropique, tu peux avoir une montée de Kundalini, tu vois? Mmh. Et de savoir qui va Ouais, ça c'est t'accompagner et qui ne va pas. ouais. Bah, Voilà. écoute, je me le garde sous le coude. Ça me Avec fait penser un plaisir. peu à la transe. Tu sais, j'avais testé la transe avec, Corinne Sombrin, transe auto-induite. Mais c'est encore autre chose parce que dans la transe, tu as pas forcément cette dimension énergétique qui vient, t'envahir et quelque part, enlever tous les blocages et tout ça. Enfin, tu sans doute que tu peux y arriver, mais c'est encore une autre étape et c'est vrai que moi, ce que j'avais découvert avec la transe, c'était beaucoup plus, le corps qui reprend le contrôle ou peut-être l'inconscient ou quelque chose en toi de très naturel et de très primitif qui reprend le contrôle, mais pas forcément cette espèce de jaillissement, tu vois, d'énergie et de joie, quoi. Il y a des choses qui sont similaires, quoi, je pense. Je pense aussi, mais combien de temps tu as fait la transe et c'était une transe chamanique, mais cette transe chamanique, elle peut certainement, enfin peut-être, en tout cas moi c'est l'image que j'en ai, ouvrir vers d'autres états de conscience et peut-être vers par la suite une autre Kundalini. C'est simplement Mmh. que elle est peut-être axée au début sur autre chose. Je sais pas, moi cette Kundalini, voilà ce que je peux dire. Je peux dire que je la vois maintenant, je la vois arriver en fonction de la personne qui va être devant moi, qu'elle n'a pas la même forme, qu'elle ne se déplace pas de la même façon, qu'elle n'a pas la même couleur, qu'elle n'a pas la même taille. Mais, euh, mais voilà, mais ce que je peux dire aussi, c'est que tu vois, nous étions trois et sur les trois, nous avons tous les trois déménagé, nous avons tous les trois changé de job, il y en a deux qui ont divorcé, nous avons tous les trois changé d'alimentation. Tu vois, quand je dis que. Ouais. Donc, alors en même temps, nous, on a fait ça pendant des années et on continue à le faire. Donc, ce n'est pas en une session que tu vas avoir tout ça, mais en tout cas, il y a une vraie Ouais, ouverture de conscience, quoi. excellent. Et est-ce que tu veux, parler, avant de conclure de tes projets, de tes prochains projets? Je sais que tu m'as parlé de Finlay, tu m'as parlé d'autres choses. Ouais. Je veux pas parler pour toi, donc si tu Non, non, mais j'ai 1000 choses et en même temps, chaque chose, a besoin de son temps de maturation. Pour moi, ce qui était très important, c'était effectivement de pouvoir lancer ces Kundalini en groupe. Donc ça y est, c'est chose faite. Il va y en avoir une par mois. Nous sommes 2 facilitatrices. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens et de ne pas laisser les gens tout seuls. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, il y a mon activité au cabinet, mon activité de médium, qu'elle soit au cabinet ou à distance ou à distance. Il va y avoir peut-être des salles, mais pas en 2024, peut-être en 2025, en fonction, tu vois, des emplois du temps pour faire de la médiumnité aussi en public. Peut-être qu'il va y avoir d'autres web TV, d'autres choses qui vont arriver. C'est dans les tuyaux. Euh, Peut-être un livre, je sais pas, mais c'est encore très confus. Voilà, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est de continuer à développer cette médiumnité pour qu'elle puisse être le plus, euh, le plus juste possible, en fait, pour chaque personne qui vient ou chaque personne qui en a besoin. Tu vois, que ce soit pour un contact avec un défunt ou que ce soit pour un soin énergétique, euh, que vraiment que ce canal puisse être que la bande passante soit la plus large possible, tu vois, pour que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin à un instant T. mmh C'est ce qui me semble le plus important et cette connexion avec l'au-delà, tu vois, avec ce monde invisible. Par-dessus tout, c'est ça, mh. quelle que soit la forme que ça prendra. Parce qu'il y a plein de façons de travailler avec le monde invisible. Il n'y en a pas qu'une, Bien sûr. tu vois. En tout cas, je remarque, depuis que je côtoie, voilà, des gens qui ont des capacités et tout ça, que les guides sont très présents et poussent vraiment à tout le monde à ouvrir les consciences et
on vous lâche pas d'une semelle. Non. Donc, bon, moi qui observe ça, je peux que vous remercier, parce que du coup, vous vous y mettez, vous avez pas vraiment vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, mais bon, en même temps, c'est pour le bien de tous. Donc bon, on peut que vous remercier en tout cas de faire tout ça, et parce que j'observe que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi. Oui, Donc, oui, oui, c'est énormément de merci pour ça. travail. Tu vois, moi, j'aimerais bien aussi que les personnes comprennent quelque chose. D'abord, c'est que les médiums, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, hein, moi, je ne suis pas un ange. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important que nous vivons. Enfin, moi, je vis des trucs au quotidien comme tout le monde. Que derrière cette médiumnité, il y a effectivement une capacité naturelle, mais il y a un travail. Mais c'est comme si on me disait que un Kevin Meyers qui est un super athlète ou une Céline Dion qui est une super chanteuse n'ont pas besoin de s'entraîner ou n'ont pas besoin de travailler. Mais comment on peut penser ça? En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je le vis. Moi, je le vis avec un vrai travail au quotidien, avec effectivement des formations à l'étranger. Tu as parlé de Finlay. Avec des envies aussi de se dire comment faire pour que finalement, nous, les humains, nous ayons moins peur. Tu vois, de quoi avons-nous peur aujourd'hui? De l'inconnu, de la mort? Eh bien, si moi, je peux apporter une touche d'espoir, une paillette d'espoir dans le cœur de chaque personne en expliquant que j'ai cette chance inouïe d'être en contact avec des défunts et que la vie ne s'arrête pas après la mort et que les gens vont bien et que nos défunts vont bien et qu'on peut communiquer et qu'on peut recevoir des signes avec un médium ou sans médium, tu vois, de 1000 façons. Si juste ça, c'est possible, ben voilà. Mais quel bonheur. Mais merci. Mais merci. Tu vois ce que je veux dire? Merci à toi. Je crois que ce sera le mot de la fin, hein. Écoute. Merci à toi pour cet entretien, ces questions. Chouette moment. Merci beaucoup. Vraiment. Eh ben, avec plaisir. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion enfin, si tu acceptes, de refaire des entretiens comme ça, parce qu'on a égratigné la surface de certains sujets qui sont très, très difficiles et très denses. Et j'espère que peut-être dans le courant de notre avancée respective, on découvrira des choses et on pourra se revoir et en parler avec encore plus d'informations et avancer un petit peu sur ces questions-là. Mais en tout cas, je pense on a parlé de pas mal de choses. Donc, merci encore. Avec grand Et plaisir. puis, Merci. je mettrai tous les petits liens vers ton site et pour comme ça, les gens qui voudront te contacter le pourront. Et puis, je te dis à très bientôt. Une dernière chose, parce qu'on n'arrête pas de Oui. me dire qu'il faut que je le dise, sinon ça ne va pas le faire. Je Je pose la question et je te la pose. Quid de créer un cercle spirituel, mais qui ne soit pas du tout affilié à quelque chose de religieux, qui soit simplement un lieu où on pourrait avoir des échanges et concernant le besoin de spiritualité et ce que chacun met derrière ce mot et comment vont les gens. C'est ça qui vient. moi, je suis à fond pour. Si on peut se réunir et discuter de spiritualité, échanger nos expériences, les bonnes comme les moins bonnes, et puis essayer de comprendre. Parce que je pense qu'un des problèmes de l'humanité en règle générale, c'est la coordination, quoi. C'est de se rassembler et de se dire, en fait, on veut tous la même chose. Donc, comment on fait pour y arriver, quoi? C'est comme les scientifiques qui ont des capacités extraordinaires de travailler sur des choses très, très précises et très difficiles. Mais s'ils ne se parlent pas entre eux, l'humanité n'avance pas. Tu vois, donc, je pense que c'est un peu cette idée-là qu'il faut qu'on se rassemble pour discuter et se mettre d'accord sur la direction qu'on veut prendre et peut-être aussi à renoncer à certaines choses qui ne nous intéressent plus. Donc, il faut en discuter ensemble, quoi. Donc, Avec plaisir. Bon, le rendez-vous est pris. Alors, merci encore, Jacqueline, et à très bientôt. Passe une bonne journée. Merci. Merci. À bientôt. Bye bye.